Salut, c'est Yann, je viens d'arriver à Patong pour mon deuxième voyage à Phuket en Thaïlande et je viens de passer quasiment un mois en Indonésie, à Jakarta, et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors pour faire le bilan de ce mois à Jakarta, je vais vous parler en premier des gens qui sont très accueillants, très sympas. Les Indonésiens sont toujours prêts à vous aider, donc ça fait vraiment plaisir. On sent quand même on sent qu'on est bienvenu même quand on est étranger. Alors quand on est blanc, c'est un peu particulier quand on est à Jakarta, puisque Jakarta c'est un endroit qui n'est pas du tout touristique. Il y a très peu de blancs, donc du coup les gens nous distinguent facilement dans la rue, mais avec le côté positif si vous voulez. Donc on est quand même assez valorisé d'une certaine façon. Alors généralement les gens parlent pas anglais, il y en a quelques-uns qui parlent un petit peu anglais, donc c'est ça qui est assez rigolo justement, on est quand même pas mal dépaysé et on est vraiment dans la sensation du voyage. Du coup ça devient marrant quand on veut commander quelque chose au restaurant, quand on veut se déplacer avec les transports en commun par exemple, ou quand on veut faire n'importe quel type d'activité. Pour ma part, j'avais la chance d'avoir un copain qui est dans cette ville depuis un moment et qui parle indonésien, donc pour faire certaines activités, pour sortir un peu, ça a vraiment aidé. Encore une fois, pour les environnements où les gens ne parlent pas anglais, et en particulier pour faire une sortie sur une île qui s'appelle Krakatoa, donc j'avais fait une vidéo là-dessus si vous voulez la voir. Si j'avais été tout seul, ça aurait été très compliqué de faire ce genre d'activité. Et en fait, le petit outil qui m'a pas mal dépanné aussi, c'est le Google Translate. Donc c'est l'application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone pour traduire de n'importe quelle langue vers n'importe quelle autre langue. Pour vous en servir en offline, il faut télécharger des packages de langues, donc par exemple français, anglais, indonésien. Et donc du coup ça m'a servi à communiquer par exemple avec le gérant de l'hôtel pour lui demander de laver mes fringues, pour lui demander de booker une chambre ou des choses comme ça. Alors ce qui était marrant, c'est que quand on est sorti sur l'île de Krakatoa, en fait, donc c'est un endroit qui n'est pas forcément très touristique, même si c'est un décor quand même vraiment super. Ce qui est marrant, c'est qu'on était au total sur peut-être 100 personnes, on devait être 3 blancs, donc mon pote, moi et un Américain. Et du coup, il y a pas mal de gens, les filles en particulier, qui nous demandent de prendre des photos avec elles. Donc du coup, c'est assez sympa. Ensuite, on va parler de la logistique pour les entrepreneurs nomades. Donc là, c'est la partie qui fait un peu moins rêver. Alors déjà, le côté positif, c'est que quand vous êtes français, quand vous avez un passeport français, vous pouvez aller en Indonésie pour une durée jusqu'à 30 jours sans visa. Donc vous avez une exemption de visa comme ça jusqu'à 30 jours. Ce qui est bien pratique, c'est ce dont j'ai profité. En fait, là, ça fait 5 mois que je voyage en Asie sans aucun visa. Pour ce qui est des logements, alors les logements, je les ai toujours trouvés sur Airbnb, avec un budget de 10 euros en moyenne comme d'habitude. C'est pas évident, il n'y a pas énormément de choix pour ce prix-là à Jakarta. Et les logements où j'étais, c'était vraiment pas top. Alors déjà, soit c'était petit, soit c'était pas forcément extrêmement propre ou luxueux. Au début, j'étais dans une résidence étudiante avec c'est une petite chambre de 9 mètres carrés. Alors à chaque fois, j'avais une chambre privée avec les toilettes privées. Ça, c'est le minimum que je demande en fait systématiquement. Sinon, pour une chambre à l'hôtel, ça m'a coûté 14 euros. Et donc à chaque fois, j'avais soit un Wi-Fi complètement pourri avec des interruptions de service régulièrement, donc même à l'hôtel à 14 euros, soit j'avais un accès avec un câble Ethernet, donc là c'était plus pratique, j'avais un Internet qui était convenable pour bosser. D'ailleurs, je suis même retourné dans un logement de la résidence étudiante juste parce qu'il y avait une prise Ethernet. Donc pour vous dire à quel point c'était quand même galère pour bosser, plusieurs fois ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de rester à la maison, j'ai été dans des malls. Donc les malls, vous savez, c'est les grands centres commerciaux, les complexes avec plein de boutiques, où là vous avez généralement un Wi-Fi général qui est gratuit, qui est pas rapide hein, et qui déconne de temps en temps, mais bon, ça permet déjà de checker les mails, de bosser un petit peu. Et sinon, dans les Starbucks ou dans les restos comme ça, mais même là, même leurs propres accès Internet étaient assez pourris, voire marchaient pas du tout. Pour ce qui est du coût de la vie, globalement, c'est pas trop cher, hein, c'est à peu près, je dirais, comme en Thaïlande, sauf pour les logements qui sont un peu plus chers pour la même qualité, si vous voulez. Pour ce qui est de la nourriture, donc dans les malls, c'est plus cher qu'ailleurs forcément, mais vous avez pas mal de restos, aussi bien de la nourriture locale que
de la western food, c'est-à-dire des plats occidentaux. Donc il y a les fast-food, il y a pas mal de KFC, des choses comme ça, il y a des restaurants un peu plus classe aussi. Sinon, vous avez pas mal aussi de street food, donc de la nourriture que vous pouvez trouver dans la rue à un tarif beaucoup plus accessible. Alors pour ce qui est de vous déplacer dans Jakarta, c'est pas évident. Déjà, il n'y a pas du tout de métro. Donc il y a un train, mais je ne l'ai pas pris, mais apparemment c'est assez galère, ça prend du temps, etc. Donc comme il n'y a pas de métro, il y a énormément d'embouteillages régulièrement, tous les jours, surtout après la sortie des bureaux. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez anticiper si vous ne voulez pas payer trop cher un taxi ou si vous voulez pas rater votre avion ou des choses comme ça, parce que des fois ça peut vraiment prendre du temps. Alors les taxis, vous en trouvez un peu partout. Il y a des compagnies officielles comme Bluebird par exemple qui ont des tarifs un peu assez accessibles on va dire, et des compagnies un peu plus haut de gamme. Et vous avez aussi des fake taxis, c'est-à-dire des taxis qui ont un petit peu le même code couleur que par exemple Bluebird, mais qui font pas partie de cette boîte et du coup qui peuvent appliquer des tarifs un peu différents. Donc là, à chaque fois, l'idée c'est de toujours demander à ce qu'ils mettent le metteur, en fait, le taximéteur, donc le compteur en fait de kilométrage, et de connaître un petit peu les tarifs qui sont généralement pratiqués. L'autre moyen de transport qui fonctionne super bien, il y a plusieurs applications qui ressemblent à Uber. Donc il y a Uber pour trouver des taxis, vous connaissez déjà probablement Uber. Vous avez un autre qui s'appelle Grab et un autre qui s'appelle Gojek. Et ces deux-là, donc, ils sont spécifiques à l'Indonésie, donc ils fonctionnent super bien à Jakarta. C'est très utilisé et l'intérêt c'est que vous pouvez vous faire balader comme ça en scooter et du coup ça va plus vite dans les embouteillages puisque ils peuvent passer au travers comme ça des embouteillages, donc ça va plus vite, ça coûte 3 fois moins cher que n'importe quel taxi. Puis bon, c'est assez sympa, sauf quand il pleut évidemment. Alors le truc pour les Gojek, c'est que ce qui est marrant, c'est que logiquement vous utilisez l'application qui vous géolocalise et qui intègre l'itinéraire jusque là où vous voulez aller. Donc ça, c'est facile pour l'expliquer à la personne qui vient vous chercher. Par contre, le problème, c'est que pour vous récupérer, le mec vous appelle et la majorité du temps, il parle pas anglais. Donc là, c'était assez sportif pour leur faire comprendre où j'étais. Je leur disais, voilà, je me mettais en évidence devant un lieu facile à repérer, comme un supermarché par exemple, ou quelque chose de facilement visible. Je leur disais que j'étais un mec blanc, donc déjà ça se distingue plus facilement dans Jakarta, et je leur disais, voilà, je porte un t-shirt rouge, une casquette verte par exemple, pour qu'ils me retrouvent facilement. Alors pour utiliser ce type d'application comme les Gojek, vous devez avoir une carte SIM locale. Ça coûte vraiment pas cher, donc ça vaut le coup d'investir là-dedans, même si vous restez que quelques semaines à Jakarta. Les cartes SIM, vous pouvez en trouver donc dans les petites boutiques. Vous pouvez donc vous leur demander à ce qu'ils vous mettent ça en route, et ça fonctionne plus ou moins bien. Moi, des fois, j'ai des petites galères. Le téléphone qui voulait pas appeler. Sur les coups de 1h du matin, exactement au moment où je devais appeler quelqu'un pour m'ouvrir la porte, donc c'était un petit peu compliqué, mais bon, après ça fait partie du jeu. Enfin, pour les choses à faire et à voir à Jakarta, là c'est pas trop la fête, il n'y a pas énormément de choses à faire. Alors vous pouvez aller dans des bars, vous pouvez aller dans des clubs, il y en a qui sont pas mal. Vous pouvez voir le Monas qui est le monument national dans un parc. Honnêtement, c'est pas extraordinaire, sans vouloir être méchant. Et en gros, il n'y a vraiment pas grand chose à voir quand vous êtes dans Jakarta. L'idée après, ça va être de sortir de la ville pour aller dans des décors sur des îles, parce qu'en Indonésie, il y a énormément d'îles. Il y a des tours qui sont organisés comme ça. Donc là, celui que je vous parlais, c'était sur une île volcanique qui s'appelle Krakatao. Vous pouvez voir l'autre vidéo, c'était vraiment magnifique. On a fait un super trip là-bas pendant un week-end pour quelque chose comme 35-40 euros tout compris. Donc ça vaut vraiment le coup en fait. Donc l'idée c'est de surtout pas, si vous restez 2-3 semaines à Jakarta, surtout restez pas dans la ville. Donc au final j'ai bien aimé mon voyage à Jakarta pendant quasiment un mois. Je vous recommande de le faire aussi si vous voulez. Alors évidemment c'est pas facile quand on est digital nomade. Si vous débutez un voyage en tant d'entrepreneur nomade, je vous conseille d'aller dans un pays où c'est plus confortable comme la Thaïlande par exemple, ou même la Malaisie. Mais après le côté justement un peu plus
un peu plus roots et un peu plus dépaysant, bah, c'est ça qui est intéressant quand on est un peu plus perdu. Le côté un petit peu difficile pour travailler, ça m'a permis de revoir mes procédures et ma façon de travailler pour travailler davantage offline, pour être moins dépendant d'Internet. Donc je pense à sous-traiter certaines tâches, j'ai amélioré les procédures pour les fractionner entre ce qui est faisable offline et ce qui est faisable online pour pouvoir grouper en fait ces tâches suivant qu'il y ait besoin d'internet ou pas. Et l'autre réflexion que je me faisais aussi, c'est au lieu de prendre un logement par exemple pour une semaine, puis un autre logement pour une semaine, etc., et de pas trop savoir sur quoi on va tomber au risque d'avoir une connexion pourrie ou des conditions de travail qui sont difficiles. Le truc qui est envisageable, peut-être pour vous, si vous comptez rester au moins 3 semaines dans une ville, c'est pourquoi pas pendant les 4 premières nuits où vous arrivez, 4 ou 5 premières nuits, dormir à chaque fois dans un lieu différent juste pour le tester. Alors évidemment c'est un petit peu galère, vous n'avez pas énormément travaillé pendant ce temps-là parce que vous allez bouger d'un endroit à l'autre, juste pour tester une nuit. Ça peut être dans un hôtel, ça peut être sur un Airbnb ou autre, mais en fait l'idée c'est de trouver le plus rapidement possible votre quartier général entre guillemets, c'est-à-dire un endroit où vous allez vous sentir confortable, à l'aise pour travailler, avec une connexion internet qui soit bien, qui soit convenable, que vous soyez pas trop loin de certaines activités, par exemple des malls en particulier pour faire les courses, pour voir des gens, etc. Donc ça peut valoir le coup comme ça d'investir, de presque perdre entre guillemets les 4-5 premiers jours d'un voyage juste pour tester et trouver un quartier général et dans lequel vous allez rester après pendant au moins 3 bonnes semaines. Donc ça c'est une petite idée à réfléchir et en fait c'est ce que je commence à faire aussi dans d'autres pays. Là c'est ce que je suis retourné à Patong parce que je connaissais déjà, donc Patong en Thaïlande. Donc je teste un nouveau guest house. Je sais que le premier où j'étais il était très bien, donc au pire je peux toujours y retourner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous guider un petit peu si vous comptez aller à Jakarta. Encore une fois, je vous recommande vivement d'aller jeter un coup d'œil, ça vaut le coup quand même. Je vous invite à liker ma page Facebook et à me suivre sur YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos. On parle de voyager de manière perpétuelle, de monter un business sur Internet, donc tout ce qui est lié au marketing, à la vente, etc. Et tout ce qui peut améliorer votre quotidien, le life hacking, vous rendre plus heureux. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Là c'est l'heure de la prière, on entend au moins 4 ou 5 mosquées en parallèle, un peu en stéréo, tout autour en fait.